méga projet. Certains le qualifient même de Bay James prise 2. Il s'agit bien sûr du plan Nord. On en entend beaucoup parler en bien et en mal, mais on a encore un peu de difficulté à comprendre ce qu'il implique vraiment. Alors pour nous aider à y voir plus clair, Raymond Saint-Pierre et le réalisateur Dominique Landry se sont rendus dans le Grand Nord québécois pour réaliser une série de reportages. Et Raymond, pour le premier de ces reportages, vous avez choisi une forme assez inhabituelle. Il faut prévenir les gens pour un téléjournal comme le nôtre, pour nous expliquer là, ce dont il s'agit. Ça, bien des gens nous posaient des questions, ici même des confrères. C'est quoi finalement? Alors on s'est dit, on va le montrer, puis on a choisi de le faire. Vous savez, il y a ces livres qui se vendent, la mécanique pour les nuls, la plomberie pour les nuls. Alors, on en a tous là, chez nous. Oui, ben voilà, on a décidé de faire le plan Nord pour les nuls, c'est ça. Et vous êtes allé voir aussi dans les communautés quel impact déjà ça commence à avoir. C'est gigantesque. Donc, il y a des communautés comme la ville de Fermont, déjà, qui ont un boom de développement. On est allé voir justement l'effet sur les populations et sur l'environnement de ces développements-là. Alors, on va voir ça au cours des prochains jours. Mais ce soir, on commence avec ce plan Nord pour les nuls. Le plan Nord pour les nuls. Le plan Nord, c'est quoi ça? Un vaste territoire, les 3/4 du Québec. Tracer une ligne juste au-dessus du lac Saint-Jean, remonter jusqu'à la pointe nord du Québec, c'est ça, le territoire. 1 200 000 km², 2 fois la superficie de la France. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? D'abord, des gens, 120 000 personnes. Le quart de tous ces habitants sont des Autochtones, des Inuits, des Cris, des Inuits. Pour le reste, c'est un grand espace froid. Et aussi un potentiel minier énorme. Des rivières à harnacher. 200 000 km² de forêt à bûcher. Du vin et encore du vin. Des parcs de conservation aussi à créer. Du boulot pour des générations. Vaste programme, mais à quel prix? Le plan Nord prévoit 80 milliards de dollars d'investissement sur 25 ans, plus de la moitié en fonds publics. Ça, c'est beaucoup d'argent. À quoi ça va servir? À construire des barrages, des routes, des chemins de fer, des ports pour permettre à des compagnies minières du monde entier de venir s'installer ici. Les tueurs à gages économiques ont réussi à établir un véritable empire mondial, un empire secret en fait. Ils ont plus d'un tour dans leur sac, mais principalement, ils identifient une nation qui a des ressources convoitées par les entreprises, comme le pétrole, puis ils leur font un immense prêt, par le biais de la Banque mondiale. L'argent ne va jamais au pays lui-même, mais plutôt à nos propres multinationales, qui vont construire de gros projets d'infrastructures dans ces pays, qui profiteront à des gens très riches, mais dont la majorité des gens ne profiteront pas, parce qu'ils sont trop pauvres pour avoir l'électricité ou s'acheter des voitures pour rouler sur l'autoroute. Mais ils écopent quand même de la dette immense qu'ils ne peuvent rembourser. Nous retournons donc éventuellement pour leur dire « Vous n'êtes pas capable de rembourser vos dettes. Donnez-nous un de vos reins. Vendez votre pétrole à rabais aux compagnies pétrolières. Soutenez-nous au prochain vote critique des Nations Unies. Permettez-nous de construire une gigantesque base militaire dans votre cour, ou quelque chose du genre. Et si nous échouons, nous envoyons un tueur à gages qui tentera d'assassiner le dirigeant. Et si l'assassin échoue, comme en Irak, ils envoient l'armée. » Je ne crois pas que l'échec est dû au capitalisme. Je crois que c'est le type spécial de capitalisme que nous avons développé. Nous avons créé une forme virale de capitalisme mutant. Et ce capitalisme mutant est, d'après moi, un style de capitalisme prédateur qui a créé un monde instable, injuste, non viable et très, très dangereux. J'ai rencontré plusieurs terroristes que j'ai interviewés pour des livres, mais j'en ai jamais rencontré un seul qui voulait être terroriste. Ils sont désespérés. Si nous voulons enrayer le terrorisme, nous devons enrayer la cause à sa racine. Ce cancer qui détruit tout le système. Je crois qu'il est vraiment important de comprendre aujourd'hui que nous n'aurons jamais un sentiment de sécurité dans notre mère patrie, tant que nous comprendrons pas que la planète tout entière est notre mère patrie.
Le plan Nord prévoit 80 milliards de dollars d'investissement sur 25 ans, plus de la moitié en fonds publics. Ça, c'est beaucoup d'argent. À quoi ça va servir? À construire des barrages, des routes, des chemins de fer, des ports, pour permettre à des compagnies minières du monde entier de venir s'installer ici, progresser ici. Et pourquoi on veut ça? D'abord et avant tout pour créer 20 000 emplois, des emplois nouveaux ou des emplois maintenus, mais aussi obtenir des redevances des compagnies minières. Combien? Des millions. Est-ce assez de revenus pour couvrir donc les milliards qu'on va investir? Ceux qui font la promotion du plan Nord, en tout cas, disent que oui. D'autres disent qu'on est en train tout simplement de brader nos ressources. On parle par exemple des minières qui, pendant la dernière décennie, ont reçu plus de subventions qu'elles n'ont payé d'impôts. Le gouvernement du Québec vient d'augmenter les redevances des minières. On se situe maintenant dans la moyenne canadienne. Ces redevances s'appliquent sur les profits des compagnies. On pourrait faire autrement, par exemple, imposer des redevances sur la quantité de minerais extraits. Ça se fait ailleurs, mais pour le gouvernement Charest, ça rendrait le plan Nord moins concurrentiel. Dans tout ça, Hydro-Québec devra produire 3000 mégawatts d'électricité supplémentaire pour alimenter surtout ces compagnies minières. Ça, c'est l'équivalent de 2 Manic 5. Et ça, c'est sans compter les 300 mégawatts d'énergie éolienne prévus dans le plan. Plus de la moitié des investissements du plan Nord serviront à construire des barrages, parce qu'extraire du minerai, ça consomme beaucoup d'énergie. Exploiter une mine de fer, par exemple, c'est comme transformer une montagne en poudre. Les alumineries, les minières paient l'électricité 4,5 cents le kilowatt-heure. L'électricité qui viendra des barrages de la Romaine va coûter plus du double, 10 cents. Le premier ministre Charest, lui, l'a promis, les nouveaux barrages seront rentables. Mais les contrats de vente d'électricité demeurent secrets. En tout cas, si jamais l'électricité est plus chère, est-ce que les compagnies minières seront toujours intéressées à venir s'installer ici? Le gouvernement veut aussi ouvrir ce vaste territoire aux communautés locales, mais aussi aux touristes. On prévoit plus de 200 000 visiteurs par année. On devra donc construire des gîtes, des auberges. Quel impact vont avoir tous ces visiteurs sur la faune des lacs et des forêts? On promet de protéger plus de la moitié du territoire touché par le plan Nord. Où? Ça demeure encore vague. En tout cas, on s'apprête à construire des barrages sur 2 des plus grosses rivières encore vierges de ce territoire. Il y a bien d'autres questions qui se posent. Par exemple, quelles seront les retombées pour ces communautés nordiques? On parle d'infrastructures et d'emplois. On est déjà en situation de pénurie de main-d'œuvre qualifiée là-bas. Est-ce que le plan Nord va venir donc aggraver le problème? Comment prévoit-on impliquer ces communautés, les Cris, les Inuits, les Inuits de la baie James et de la Côte-Nord? Comment va-t-on répondre à leurs revendications territoriales? Les minières vont embaucher beaucoup de travailleurs en mode qu'on appelle fly-in, fly-out, où des mineurs d'ici, ou même des étrangers, comme des Mexicains ou des Chinois, par exemple, viendraient travailler, puis repartiraient, ne laissant presque rien aux communautés d'accueil. Si ce sont des travailleurs d'ici, par exemple des Gaspésiens qui font le fly-in, fly-out et qui vont dépenser leur argent au Québec, ça va. Mais si ce sont des Chinois, on n'y gagne pas grand-chose. On l'a dit, le plan Nord devrait créer donc 20 000 emplois, mais tout ça dépend de la santé économique de la Chine, cette grande gourmande qui en ce moment fait s'envoler les prix des minerais. Si la Chine ralentit sa production, si son économie s'essouffle, est-ce que les mines du plan Nord seront encore rentables? Le plan Nord s'étale sur 25 ans. Il peut se passer encore bien des choses d'ici là. Jean Charest, lui, prétend que de toute façon, le plan Nord va permettre au Canada d'exercer une certaine autorité sur le fameux passage du Nord-Ouest, cette voie qui deviendra plus navigable grâce au réchauffement de la planète.
Ses adversaires reprochent à M. Charest d'utiliser ce plan de développement du Nord pour faire oublier les problèmes qu'il a dans le Sud, les soupçons de corruption, par exemple. Bref, le plan Nord promet beaucoup, mais il reste bien des zones d'ombre à clarifier, des sceptiques à convaincre, des questions à répondre sur ce vaste projet de développement qui, rappelons-le, va coûter 80 milliards de dollars, dont plus de la moitié viendra de notre poche de fonds publics.